Écosciences Provence est donc basée dans le centre Var à Brignoles. On travaille sur l'accompagnement plutôt des professionnels. On travaille aussi un petit peu sur la sensibilisation du grand public, mais beaucoup sur l'accompagnement des professionnels vers des pratiques de consommation durable et d'économie circulaire. En gros, je vous présente juste 3 gros projets. Le commerce engagé, j'en parlerai après, qui est un projet phare. Le deuxième, c'est la consigne de Provence. Donc, on a créé une filière de collecte, de lavage de bouteilles en verre en Provence, donc sur les départements, sur toute la région, pour les bouteilles de jus de fruits, de vin et de bière. Un autre sujet, j'ai cité Cabache, qui est la création d'accessoires, de sacs à partir de bâches en plastique recyclé. On a d'autres projets comme ça, on essaie de trouver des solutions originales pour des déchets qui pourraient être réutilisés, transformés. On est aussi référents régionaux de la démarche Mon Resto Responsable, donc qui s'adresse aux restaurants publics, enfin non, aux restaurants collectifs, pardon, effectivement que vous connaissez peut-être déjà, donc qui est une démarche gratuite pour accompagner ces restaurants, ces établissements vers des pratiques éco-responsables. Je vais passer directement au label Commerce Engagé. Donc, c'est sur ce label que s'est créée l'association Écosciences Provence il y a 15 ans. Alix, Oui, simplement, j'ai pris la main, si ça te va, sur ta présentation, parce que tes diapos ne défilent pas. Donc ok. là, Ah c'est oui, moi qui alors ok, partage. Voilà. parfait. Donc, Du coup, tu peux passer à celle d'après. Merci. voilà. Ça va être mieux. De label Commerce Engagé. Du coup, c'est un label pour accompagner des commerçants vers des pratiques éco-responsables. Donc, on s'adresse plutôt à des petits commerces, enfin, des commerces de proximité, pas trop aux grandes chaînes dont on considère qu'elles ont déjà les moyens d'avancer sur ces thématiques. Et donc, on a créé au départ ce label en Provence verte autour de Brignoles, justement sur notre territoire, grâce à notre soutien, le CIVADNG, qui est la collectivité qui portait le syndicat de gestion des déchets du territoire. Et puis, on a déployé ensuite petit à petit, le label s'est étendu donc, sur d'autres territoires qui vont de la Guyane jusqu'à Monaco. En PACA, ce label Commerce Engagé, il est déployé sur la ville de Miramas, sur le territoire de Marseille-Provence. Donc, on a parlé de Marseille, mauvais élève, mais non. Marseille déploie le commerce engagé dans le 7e et le 9e arrondissement, sur Caris, au Célépin aussi. On est aussi sur 12 communes du territoire du Pays d'Aix, dont le Tolonnais, je crois qu'il y a un représentant du Tolonnais, j'ai vu tout à l'heure. On est donc sur toute la Provence verte et sur le territoire de Cœur du Var. Donc voilà, c'est plusieurs territoires. Au total, le label Commerce Engagé, à ce jour, il réunit 660 commerces. Et puis, alors, on a aussi quelques producteurs, des restaurateurs dans les commerçants et des producteurs aussi. Donc, on accompagne. Et c'est vrai que régulièrement, nos commerçants, alors, j'ai pas été... Je suis désolée, du coup, j'ai bugué un peu au démarrage. L'accompagnement commerce engagé, c'est sur des pratiques éco-responsables et notamment sur la prévention des déchets. Il y a aussi l'approvisionnement local, les économies d'eau et d'énergie, mais la priorité est sur la prévention des déchets, la réduction des déchets et la bonne gestion des déchets. Et dans ce cadre, souvent, nos commerçants nous disent « j'ai trouvé une solution, puisque alors avant même leur interdiction, les couverts en plastique ça constitue une pollution, du coup j'ai choisi telle solution. » Et souvent, on s'est rendu compte que ces solutions n'étaient pas forcément bonnes. Alors, on a fait un peu une étude de marché, je veux bien que tu passes à la diapo d'après, une étude de marché pour voir toutes les alternatives qu'on pouvait trouver sur le marché. Donc, je vous les présente rapidement. Dans les alternatives comestibles, les chocolats, les biscuits et chocolats, fécule de pommes de terre, il y en a qui sont faits aussi des ressources à base de drèche de bière, donc du son des céréales, du riz, tapioca, des fibres de pommes, du sucre.
On a même des fabricants qui proposent des moules pour fabriquer des pailles en glace. Voilà, ça c'est un peu anecdotique. Et de même que les alternatives à base d'algues qui sont un peu expérimentales, finalement, on en a très peu, on n'en trouve pas facilement dans le commerce. Et voilà, je vous les cite, c'est plutôt dans l'innovation. Donc pour nous, ces alternatives sont intéressantes parce qu'effectivement, ça ne sera pas un déchet si on peut effectivement le manger. Donc c'est quelque chose qui nous plaît, mais qui est bien entendu réservé à certaines circonstances. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Voilà. Après, on a des alternatives naturelles. Donc tout ce qui est en bois, vous connaissez bien. Ça, pour nous, ce sont des solutions qui sont intéressantes parce qu'effectivement, qui peuvent être tout à fait vertueuses, notamment si on a des bois de forêt gérés durablement. Je vais passer vite. Hein. On a aussi des alternatives en bambou. Alors, le bambou, c'est là la difficulté, c'est que ça provient aussi, comme l'a dit tout à l'heure Maxime, c'est des productions asiatiques en général. On a peu de bambou local et s'il y en a, quand il est cultivé plus localement, il est plutôt à des vocations plus nobles que pour faire de la vaisselle ou des choses comme ça. Donc, voilà, c'est une alternative qu'on recommande moins. On a la feuille de palmier en bas à gauche. Alors là, c'est pareil, c'est une solution qui est intéressante parce que très naturelle aussi, qui effectivement avec une forte croissance et donc une forte production. Sauf qu'on a aussi la déforestation pour la feuille de palmier, donc, et puis une production qui est souvent en Asie. Donc, pour nous, cette alternative non plus peut être une solution peut-être un peu plus locale, mais pas pour la France. On a aussi des solutions, alors voilà, notamment pour les couverts ou les pailles que je vous ai présentées, le blé, le seigle, l'orge, et puis la canne de Provence. Alors là, pour nous, c'est un peu le top parce que c'est une solution hyper locale. Voilà, qui est faite sur un résidu, l'exemple que je vous montre sur cette photo, c'est fait à base des résidus de la canne. Il n'y en a qu'une petite partie qui est utilisée pour faire des instruments de musique. Et du coup, vraiment, c'est un déchet dont on ne faisait rien et qui est réemployé ici et qui est vraiment sympa en plus. On va passer à la diapo d'après. Voilà. Alors, on a vu les matériaux qui sont faits à base de matériaux naturels, enfin les articles à base de matériaux naturels, et puis il y a les matériaux naturels transformés. Alors, autant ce qui est naturel, effectivement, si ça se retrouve dans la nature, ça me paraît un petit peu moins embêtant. Mais quand on a des matériaux naturels transformés comme le papier, la bagasse, du bois, vous voyez, là c'est du bois mais qui est collé, des petites lamelles de bois ou de bambou qui sont collées. Le petit gobelet qui est en poudre ou en fibre végétale, mais ça aussi c'est collé. La canne à sucre, le marc de café, c'était un exemple qui nous plaisait parce qu'effectivement on se dit c'est un déchet qui est réutilisé, ça sent très bon, en plus quand on en a acheté des exemplaires, c'est très très agréable, sauf que en fait ces matériaux, quand ils sont transformés, et pour assurer leur étanchéité ou leur résistance, sont souvent enduits, enfin sont tout le temps enduits d'un plastique qui s'appelle plastique, résine, enfin qui a tous les noms polymères, etc. Et en fait, voilà, donc, dans lequel on se retrouve avec du plastique. Alors, on va continuer. Voilà. Les alternatives classiques, on en a parlé, je ne vais pas rester dessus. Effectivement, on a vu les limites, les avantages de chacun. Je passe direct alors, du coup, à la salle d'après. Voilà. Ce qu'il va falloir, du coup, pour décrypter l'offre du marché, ça va être, bon, en premier lieu, l'aptitude au contact alimentaire. Normalement, tous les articles que vous pouvez chercher sont dotés de ce petit picto qui paraît un minimum. Après, on a les conditions d'usage qui sont fixées par les fabricants, donc à vraiment respecter. C'est effectivement, quel que soit le matériau qu'on utilise, au stockage, à la cuisson, à l'usure, on a une dégradation potentielle. Et décrypter la composition, effectivement, quand on a parlé de colle, de résine, de lamination, de pulvérisation, un gobelet en carton ne peut pas être étanche s'il n'y a pas du plastique qui est dedans. C'est une évidence, mais voilà, une assiette en carton aussi. On a un risque de transfert du coup
des substances qui sont dans les plastiques vers l'aliment. Ce que tu disais, Claire, aussi tout à l'heure, effectivement, c'est que dans la composition des plastiques, elle est un petit peu mystérieuse. Que si les fabricants nous donnaient le détail de la composition, on pourrait vérifier qu'il n'y a pas d'additifs qui sont nocifs, etc. Sauf qu'ils ne le font pas. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va évoluer à l'avenir, parce qu'effectivement, on se dit qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, pour moi. Mais clairement, voilà, le marc de café, on a dit quelle est la nature de la résine que vous mettez pour allier vos petits grains de café, de marc de café. Et on nous a dit, secret industriel, je ne vous réponds pas. Donc, pour nous, dès qu'il y a, voilà, on a une certaine méfiance sur les risques potentiels de transfert de substances, etc. On sait aussi qu'il y a un effet cumulatif qui n'est absolument pas étudié. Chaque substance en soi peut avoir un impact cancérogène, etc. Et alors, quand on est dans ce cocktail, voilà, il y a un risque. Donc, effectivement, risque sur l'effet sur la santé, tu peux avancer. Voilà. Donc, notre idée, c'est notre proposition, et enfin, ce qu'on recommande avec Océans, c'est de choisir les matériaux inertes et le plus possible avec des écolabels pour limiter ces risques sur la santé. Je te laisse avancer. Ouais, on va tout mettre, voilà. La fin de vie. Effectivement, que quelque chose soit recyclable, quand vous allez choisir des articles, le vérifier. C'était intéressant la question sur l'inox recyclable, en effet, aussi. Ça dépend, les consignes de tri et de recyclage sont vraiment variables selon les territoires, donc vérifiez avant vos commandes, si vous pouvez, que vraiment l'article est bien accepté par votre centre de tri. La notion de biodégradable, faites vraiment attention parce que là, c'est nos commerçants, voilà, officiellement depuis le 1er janvier 2022, c'est interdit de mettre des mentions de ce type, respectueux de l'environnement. Alors, effectivement, biodégradable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un matériau est capable de se décomposer sans résidus toxiques sous l'effet des bactéries, des micro-organismes qui sont présents dans et des conditions de température, voilà, de vent et de choses comme ça qui sont présents dans le présent quelque part, sauf qu'effectivement, il n'y a aucune notion de durée dans cette biodégradation. Le plastique, comme Claire l'a dit, il n'existe pas depuis très longtemps, il n'est pas déployé depuis très longtemps, donc on estime qu'il y a des durées qui pourraient être entre 400 et 1000 ans sur, par exemple, un sac plastique. Vous voyez que voilà, ça se dégradera peut-être un jour, mais on ne peut pas continuer à jouer là-dessus. Il y a une autre mention quand on achète une alternative qui peut paraître intéressante, c'est le compostable. Donc là, j'attire votre attention. Quand il y a marqué juste compostable, ça veut dire que c'est compostable dans une usine. Le petit à gauche, c'est-à-dire entre 55 et 60 degrés, sans oxygène, avec des bactéries qui vont travailler sans oxygène, etc. Le compostable en compostage domestique, entre 20 et 30 degrés, donc c'est dans votre composteur. Les tests qui ont été faits montrent que la dégradation, elle n'est pas si géniale que ça. Il faut vraiment mettre, alors ça a été fait sur un sac plastique et c'est des tests de l'ADEME. Il faut mettre le sac en plastique bien au milieu du composteur, remuer son compost, le couper en petits morceaux, et en restant à 20-30 degrés de façon permanente, on a effectivement une bonne dégradation au bout de quelques mois. Sauf que dans un composteur domestique, et même en Provence, on ne reste pas à 20-30 degrés de façon continue, entre le jour et la nuit, etc. Donc, ce qui signifie que dans la nature, si ça finit dans la terre ou dans les océans, voilà, quand on vous dit « j'ai un article compostable », ce n'est pas génial. Même home compost, ce n'est pas génial. Juste la slide suivante, pour vous montrer, ça c'est un exemple que j'aime beaucoup, c'est des partenaires avec qui on travaille bien, notamment sur le commerce engagé, enfin avec plaisir. C'est le CPIE de la Côte Provençale qui a fait un test avec son sac plastique, justement ceux qui sont autorisés pour l'emballage des fruits et légumes, donc qui sont censés être home compost, compostable dans un composteur domestique. Et vous voyez que à 5 ans, il est toujours tout bien, juste dans de l'eau, il ne se dégrade absolument pas. Voilà, la slide suivante. Alors, pour choisir une alternative qui soit bien, en fait, on se dit, sur le plan écologique, il faudrait vraiment avoir une analyse complète depuis la production, l'extraction des matières premières, jusqu'à la fin de vie
de cet article et puis pouvoir comparer. Or, on n'a pas ces études de façon complète sur tous les territoires, sur tous les articles, etc. Du coup, à Écosciences Provence, on s'est fixé quelques critères en se disant comment conseiller nos commerçants, comment faire que chacun puisse se faire sa propre idée, comprendre ce que proposent les fournisseurs. Donc, je vous dis, il y a des mentions compostables ou bons pour l'environnement qui sont qui induisent en erreur, de façon intentionnelle ou pas. On ne va pas rentrer dans ce débat. Mais comment aider nos commerçants? Donc, on a identifié quelques critères simples. C'est la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Il y en a 3 principaux. Le premier est la durée d'utilisation. Est-ce qu'on a quelque chose d'usage unique? Ça, c'est moyen pour nous. Quelques usages ou du réutilisable à long terme, réemployable. Enfin, voilà. Le deuxième critère, c'est l'origine. Alors, effectivement, c'est moins bien quand ça vient d'Europe que quand ça vient de France. Et l'idéal, c'est la canne de Provence, donc locale, régionale. Et puis, les effets sur la santé. Alors là, on n'a mis aucun ou risque potentiel parce qu'il y en a dont on se dit que quand même, a priori, c'est plutôt avéré qu'il n'y a pas d'effet sur la santé. Et d'autres, des risques potentiels. Je cite par exemple aussi, on a parlé tout à l'heure des céramiques. Les céramiques qui sont fabriquées en Europe respectent des normes, notamment de métaux lourds. Il y a une absence de métaux lourds dans les revêtements, dans la céramique, qui est meilleure que des céramiques importées. Et quand il y a des métaux lourds, ça limite le temps de cuisson de la céramique, enfin de préparation. Donc, je vous conseille dans ces cas-là de prendre des céramiques locales. Quand vous prenez de l'aluminium, il ne faut pas chauffer des aliments acides dans de l'aluminium. Il y a quelques éléments de risque sur ces effets sur la santé, au-delà du plastique. Les critères secondaires, c'est les existants. Donc, ce qui sont des bonus pour nous, c'est le fait qu'il puisse exister des articles qui sont écolabellisés, qui soient comestibles, comme je vous l'ai dit, en matières premières naturelles non transformées ou partiellement recyclées. C'est vrai que c'est un petit plus en éco-responsabilité d'avoir du recyclé en partie. Voilà, je passe. Du coup, on a établi comme ça pour plusieurs catégories d'articles, pour les pailles, pour les assiettes, pour les couverts et pour les verres, des fiches où on précise les alternatives réutilisables, donc qu'on priorise, ou à usage unique, et elles sont un petit peu classifiées pour dire ce que vous pouvez trouver. Vous voyez qu'il n'y a pas une solution qui est parfaite, donc chacun va choisir en fonction effectivement de ce qui lui semble le plus adapté, disant est-ce que je préfère du local, est-ce que je préfère effectivement l'acier vient de Chine, enfin en grande partie en Asie, mais effectivement il va durer plus longtemps et les risques pour la santé sont moindres, donc je vais aller sur ça. Enfin, voilà. Et ça va être en fonction de conditions d'usage. Et pour nos commerçants, c'est pareil. C'est un commerçant qui a à vendre qui fait de la vente à emporter d'aliments, va chercher le meilleur compromis pour la salade, pour les biscuits, etc. Il peut y avoir différentes solutions chez un même acteur. La slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, on a élaboré ces fiches qui sont disponibles, que vous pourrez récupérer. Normalement, il y a le lien avec le PowerPoint. Ces 4 fiches. Et puis, tu peux passer à la slide suivante. On a été signataire à Écosciences de la charte régionale zéro plastique. Et du coup, on avait lancé une campagne de sensibilisation qui s'est prolongée en 2020 et 2021, l'appel des commerces engagés pour une Méditerranée zéro plastique. Il y a eu du coup une campagne de communication sur les réseaux sociaux, un jeu concours pour gagner des alternatives, et un des outils aussi qu'on a déployé à cette occasion, ça a été un premier petit catalogue. Tu peux passer, j'ai presque fini. Un premier catalogue avec des alternatives de paille, couverts et verres, où on reprend nos critères de classification des fiches. Il est valable pour la France, j'ai mis ça parce que ce n'est pas la même réglementation à Monaco et on a aussi les commerces à Monaco. Ce catalogue, pour le moment, c'était une première version où on essaie de recenser donc, des alternatives de fournisseurs, enfin proposées avec des références de fournisseurs,
qui nous ont donné le plus d'informations sur les critères écologiques, effectivement, qu'on a identifiés. Notre idée, je peux me passer peut-être à la slide suivante, voilà, Claire. Voilà, du coup, vous avez pour les pailles, etc. Ah non, ça c'était avant. Vous avez donc ces critères, sa composition, les prix, etc. On a eu ces informations. On vise, en collaboration avec l'ARB, avec Claire, on va travailler sur un projet un nouveau catalogue qui sera plus sélectif encore, c'est-à-dire que là, on a cherché dans cette première version à avoir des références un petit peu dans toutes les matières existantes, en cherchant à chaque fois le fournisseur le plus vertueux qui nous semblait. Dans la version suivante, on aimerait ne proposer que des alternatives qui nous paraissent des très bonnes solutions, des excellentes solutions, quitte à aller voir sur place comment sont fabriqués voilà, les objets qui sont proposés. Donc voilà, il y aura une version plus complète aussi sur les boîtes à emporter, sur les assiettes, etc. Voilà, ça c'est pour finir, pour vous dire, il y a de l'innovation aussi sur ces sujets, il y en a plein. Ça, ils font pousser les courges dans un moule pour que ça prenne une forme parfaite. Voilà, c'est amusant. On est vraiment en vigilance sur ces sujets, mais je partage aussi l'avis de Maxime précédent, c'est que ce qui est usage unique nous semble poser toujours ce même problème, effectivement, à part dans le cas du comestible, de problème de déchets qui est insoluble à ce stade. Enfin, voilà. Et donc, notre préconisation, c'est d'aller vers du réemployable au maximum. Donc, voilà. J'essaie de rattraper le temps. Merci beaucoup, Alix. Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup débordé avec Agores, mais ça nous semblait intéressant de pousser les questions. Mais là, c'est tout aussi intéressant avec donc ces deux catalogues. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que le deuxième catalogue sortira à peu près, pas tout de suite? Alors, on va essayer de faire un premier recensement, je pense, commencer d'ici la fin de l'année, à avoir de premières alternatives. Je ne sais pas sous quelle forme ce sera disponible. Enfin, l'idée, en fait, qu'on avait, c'était qu'on fasse appel aux fournisseurs et que ce soit eux-mêmes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui apportent la preuve de la composition, du caractère vertueux de leur solution. Et effectivement, mais tout le monde ne répondra pas. Parce Bien que sûr. il y en a, et franchement, quand on creuse sur les sites de fournisseurs, on voit des aberrations, on voit des contradictions, et on voit qu'ils vous disent ça c'est bon pour la planète, ça se dégrade dans la nature, mais c'est juste compostable. On voit c'est du 100% plastique. Ils vous disent, les fabricants de carton vous disent c'est du 100% carton, les yeux dans les yeux. Mais oui, il n'y a pas du tout de plastique, alors que si, il y a du plastique, c'est sûr. Si vous avez carton, c'est monsieur et madame recyclage que j'aime beaucoup, qui sont des chimistes très forts, mais qui disent si vous avez un carton, vous mettez de l'eau dessus ou de l'huile, si ça rentre, enfin, normalement, ça devrait déformer le carton. Et voilà, s'il n'est pas déformé, essayez la prochaine fois que vous achetez des gâteaux, par exemple, dans un carton à gâteau, vous voyez très bien que ça résiste effectivement. Donc, il y a du plastique. Il est pulvérisé, il est caché à l'intérieur, il est collé, mais en plus, enfin voilà, parfois on le voit, mais parfois on ne le voit pas. Super, merci Alix encore. C'est vrai que c'est un travail hyper intéressant. Voilà, comme tu l'as dit, on va essayer de monter encore une petite marche ensemble. Le calendrier n'est pas encore hyper clarifié, mais en tout cas, évidemment, on vous tiendra tous au courant hein, dès qu'on aura avancé pour un peu plus de transparence, parce que là aussi, il y a peut-être des réglementations qui devraient bouger sur la transparence sur les compositions, quoi, parce que vous n'êtes pas de professionnels et nous non plus de l'emballage alimentaire. Ça serait quand même nécessaire, je crois, qu'on puisse avoir une vision claire de ce dans quoi nos aliments sont contenus. Merci encore Alix pour ta présence. Ça fait plusieurs fois qu'on vous fait intervenir. Vous êtes toujours disponible, c'est super. On mettra les présentations comme d'habitude hein, en ligne sur le site. Je vais simplement pour clôturer la matinée, si vous n'avez pas de questions, sinon c'est le moment, n'hésitez pas en attendant. Je vais laisser la parole 1 minute à Zoé de l'URCPIE
Pour dire 2 mots sur le catalogue qui vient d'être diffusé également, qui est un gros travail de l'URCPIE, l'Union régionale des CPIE, voilà, sur ce sujet des alternatives. Et puis, Samantha clôturera la matinée pour se retrouver tout à l'heure. Merci beaucoup, Claire. Bon, bah, tu as un peu tout dit, mais du coup, nous, on a fait aussi un guide des alternatives qui n'est pas exactement, qui complète et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se retrouvent avec celui que vous avez fait, Alix. Et par contre, c'était dans le cadre d'un projet qui était à destination des restaurateurs privés. Donc, ça ne correspond pas forcément à vos besoins, mais en tout cas, je vous le mets dans le chat. Et donc, c'est le lien vers notre article sur le site de la RBE, avec notamment justement sur la question des matériaux et des fausses solutions. Voilà,